Nouvelle vidéo, on se retrouve en Italie, chez Met, je pense que ça se voit. C'est écrit. Merci Ulysse de nous recevoir, franchement je suis trop content d'être là. Ravi de vous avoir parmi nous. Tu es qui? Écoute, je suis Ulysse, je m'occupe de la partie communication chez Met. Et je suis là pour te donner un peu le dessous des cartes. Et tu sais qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ou pas? Écoute, dis-moi, je croyais que tu avais une question intéressante à me poser. Oui. Moi je veux savoir la différence entre un casque à presque 200 € et entrée de gamme, donc moins de 200 €. Écoute, on va expliquer pourquoi cette différence de prix et on va montrer leur similarité aussi dans la phase de développement. Et tu m'as dit qu'on allait péter des casques. Et oui, on va détruire du matos. Je crois que ça te plaît. Hein. Ouais, grave. Je suis là que pour ça. Et en plus, c'est gratuit. Allez, go. Bon Anthony, pour illustrer tout ça, je t'ai préparé 3 casques. Le premier, c'est un casque pour tout petit, le Met Ouré Mips, qui est tout nouveau. Pour les bambins et le fils à Simon. Exactement, parfait. Ensuite, on va s'intéresser à un casque qui est notre entrée de gamme VTT, le Met Eco Mips, qui coûte lui 90 €. Ok. Et pour finir, un casque que tu connais très bien, je crois, qui est le Met Home Mips, qui est notre top de gamme VTT à 180 €. Et qui voit souvent parce qu'on l'a tout le temps sur la tête, quand c'est pas le Terra Nova. Exactement. J'ai une question, il m'a semblé voir sur le catalogue Met, le même casque, donc entrée de gamme à 65 €. Effectivement, on propose aussi certains casques sans MIPS. Aujourd'hui, on a choisi des casques MIPS puisque le ROM est disponible qu'avec le MIPS. Mais le parcours du développement et tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui s'applique aussi bien à un casque MIPS qu'à un casque sans MIPS. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Miss Météo, qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est un peu notre carte du design avec différentes options. Si tu veux, on laisse vraiment nos designers libres de faire des propositions et de s'inspirer, que ce soit de l'automobile, comme ici, ou d'autres champs, et vraiment de faire des propositions de ce qui leur ferait plaisir en termes de design et d'établir vraiment des codes forts. Le but, c'est d'avoir des codes forts, quel que soit le modèle. Ils sont totalement libres, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont un cahier des charges? Alors écoute, ils ont un cahier des charges forcément, qui est assez vague au début, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ce casque-là doit coûter 90 € précisément, mais on va lui dire voilà, c'est plus un casque d'entrée de gamme pour ce tel type de pratiquant, ce qui va déjà lui donner des idées, des éléments de design qu'il peut intégrer. Par exemple, intégrer plus de coques, comme on voit ici, avoir des designs beaucoup plus complexes, ou partir sur des formes un peu plus simples et donc qui coûteront moins cher en production. Ok. Voilà. Une fois que le designer a fini ses croquis, ses esquisses, je ne sais plus trop la différence, qu'est-ce qui se passe? Écoute, une fois que, après avoir fait toutes ces différentes étapes, on a trouvé celui qui nous plaisait le plus, le croquis qui a été validé, on passe directement sur informatique pour créer le premier modèle en 3D. Et l'ordinateur va apporter juste une vision globale? Non, ça va vraiment nous permettre de travailler sur la structure du casque pour avoir la meilleure structure possible. Ok. Et ce, pas seulement au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'on va être déjà capable de simuler les impacts, la ventilation, avoir une idée du poids final du produit, et aussi, par exemple, l'aérodynamique si on parle de casque performance, notamment sur la route. Donc vraiment, la partie 3D va nous permettre de créer la meilleure forme possible pour le casque. Ouais, en fait, c'est un simulateur avant la production. Exactement, un simulateur avant qu'on ait le premier échantillon. Et ça, c'est valide pour un casque à 65 €, 90, 180 ou plus. Okay. C'est-à-dire que tous les casques passent dans cette moulinette qui est l'informatique pour vraiment avoir la meilleure forme possible. Celui-là ou celui-là? Exactement. Juste avant, on vient de voir l'aspect coque. Vous faites que ça? Et non, ton casque, c'est pas juste une coque. Effectivement, il y a beaucoup de composants qui viennent à l'intérieur du casque, le système de rétention, les points d'ancrage des sangles, les vis, la visière, etc. Tous ces composants sont développés pour tous nos casques en interne, c'est-à-dire qu'on a la même approche de développement que le casque coûte 65 € ou 180. D'accord. Ce qui va changer dans le prix final du casque, c'est la complexité de tous ces petits éléments. Par exemple, un système de rétention qui offre beaucoup de réglages et qui est beaucoup plus fin, par exemple, notamment, coûtera plus cher à produire et donc aura une influence sur le prix final du casque. Tout commence par ces pièces 3D qui sont vraiment des pièces agrandies qui nous permettent de travailler sur les mécanismes. Et je pense que tu veux voir un peu de 3D, d'impression 3D. Là, il me tarde. Ouais, allez, on va bouger. Dans cette phase de développement,
Ici, il faut être artiste et geek à la fois. Tout se passe sur l'ordi? Et non, pas tout se passe sur l'ordi, on aime bien les choses physiques aussi. Et si tu veux, le fait de passer sur l'informatique nous permet d'imprimer différents prototypes pour valider l'évolution du design et avoir quelque chose en main qui pèse pour certains. Mais c'est très rapprochant de la version finale. C'est impressionnant. Effectivement. Et tu peux valider vraiment tous les changements, mais pas que. Tu peux aussi le faire tester à tes athlètes. Et on a aussi un autre type d'impression qui est beaucoup plus légère. Et on peut venir valider le confort du casque et lui monter tous ces éléments. On le teste sur le parking. Il vaut mieux. Attention, il n'y a aucun élément de sécurité. On est vraiment sur de l'impression 3D. Cette phase de développement est cruciale parce que cela nous permet d'avoir un casque qui a un design très abouti, qui est confortable, qui convient à toutes les têtes. Par exemple, à Lourdes, on a fait essayer un nouveau prototype top secret à Marine et à Dylan, qui n'ont pas du tout la même taille de tête, et ça nous permet d'être très précis dans les phases de développement. Et s'adapter au plus grand nombre. Bon Ulysse, là tu me fais rêver avec tes impressions 3D, c'est beau, ça ressemble vraiment au produit fini, sans la peinture, mais vous le faites que sur les hauts de gamme. Et non, détrompe-toi, on le fait vraiment sur tous les modèles, et tu peux retrouver nos 3 modèles et leurs impressions 3D. Vous en faites qu'un? Et non, on en fait plusieurs pour pouvoir vraiment valider l'évolution du design. Et aussi, on fait différentes tailles comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais, donc elle doit quand même pas mal chauffer la dame. Écoute, elle travaille. C'est quoi tout ça? C'est une usine à gaz. Eh ben écoute, exactement. En fait, si tu veux, une fois que le casque a été validé dans sa forme, dans ses performances sur l'informatique, eh bien, il faut produire les premiers échantillons. Les prototypes, mais aussi envisager la production. Ceci, c'est donc des moules que nous utilisions, puisque nous avons été producteurs pendant 25 ans de casques jusqu'en 2012. Okay. Des vrais moules qui servaient à produire des casques, pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Maintenant, ils sont fabriqués en Chine. Pourquoi ce choix? Alors écoute, ça a été un choix malheureusement obligatoire pour nous, puisque principalement pour une question de coût. Pour pouvoir proposer le casque le plus complet au prix le plus attractif. Okay. Et aussi pour l'accès aux matières premières, puisque malheureusement la matière première qui compose le casque, du moment que une partie de la production partait en Chine, effectivement, l'Europe a été moins bien desservie. Et je te rappelle que du coup, on a une gamme aussi très large et qu'on ne s'adresse pas que sur du haut de gamme. Le but, c'est aussi de proposer le meilleur produit pour tout le monde, que ce soit des enfants aux professionnels. Après, au niveau de l'outillage, je commence à comprendre pourquoi ça coûte de l'argent tout ça. Eh bien écoute, effectivement, puisque les choix qui vont être faits dans la phase de conception vont avoir une influence directe sur les coûts de production et les coûts des moules qui vont servir à produire les casques. Pour te donner une idée, ce moule-là, c'était un moule totalement automatique qui servait à produire notre casque haut de gamme en 2012. Celui-ci sont des moules qui servent à produire un casque d'enfant, le Cracker Jack, qui est toujours dans la gamme à l'heure actuelle. Tu peux remarquer que là, on sortait que 2 casques par moule. Ouais. Et ici, on en sortait beaucoup plus. Et ça a une grosse influence sur le prix et je vais te montrer pourquoi. La conception a vraiment un impact sur comment l'outillage est fait. En effet, par exemple, on va avoir des casques qui ont plusieurs coques. Par exemple, le ROM en a 3, 1, 2 et 3. Ou des casques plus simples, comme celui-ci, qui en a qu'une. Quelle influence ça a sur l'outillage? Eh bien, on va avoir un outillage qui reste relativement simple pour un casque de ce genre-là, avec un seul ouvrant. Plus le casque est compliqué, plus on va devoir ajouter de parties mobiles pour pouvoir créer les différentes ouvertures et les différentes pièces de polycarbonate qui vont s'intégrer dans le casque. Et cela a un effet direct sur le coût du casque. Ça, c'est mathématique. Hein. C'est mathématique. Et il y a 2 raisons principales qui font qu'on va chercher la complexité. La première peut être des raisons esthétiques, mais aussi des raisons de durabilité, notamment le fait d'avoir un casque qui a un polycarbonate qui recouvre l'EPS, qui est cette matière-là, rendra le casque plus durable. Donc le coût a un effet sur la durabilité et directement investi dans la partie productive. Bon, on y est enfin. Moi, je suis venu voir que ça. On va casser du casque. Enfin? Eh bien écoute, c'est exactement ce qu'on fait et il y en a qui le font toute la journée ici. Donc quand on reçoit les premiers échantillons, on va mener une batterie de tests qui permettent de valider les données qu'on a eues sur informatique. Pour te donner un ordre d'idée, du moment où on reçoit les premiers échantillons au moment où on envoie les casques pour être certifiés par un organisme externe, on va mener plus de 700 impacts sur un modèle. Et on va mener ça sur tous nos casques. C'est-à-dire que le casque d'enfant va avoir
la même attention en laboratoire que le ROM, que l'écho. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Une base de données très riche où on va être capable de dire que statistiquement parlant, l'impact devra respecter une certaine valeur. Cette valeur est beaucoup inférieure à ce que la norme nous demande, mais pour nous, c'est le point de référence. C'est que ce point de référence nous permettra de suivre le casque durant toute sa vie et durant toute sa production. Ce n'est pas obligatoire par les normes, la norme CE ne l'oblige pas, puisque la norme CE, tu l'as pendant 5 ans. Mais nous, on prend des échantillons lors de chaque production, on les envoie ici, et on crache ces casques-là pour voir si les valeurs obtenues correspondent aux statistiques que l'on a obtenues pendant la phase de développement. Cela nous permet de déceler toute erreur de production et d'être sûr à 100% que le casque qui va se retrouver dans ton magasin sera exactement celui qu'on a conçu. Et surtout sur ma tête. Et surtout sur ta tête. Allez, on y passe. Allez, on y va. Ça cogne et j'imagine que du coup 700 impact, ça doit aussi cogner sur les budgets. Écoute, effectivement, ça a un coût, sachant qu'on fait 5 impacts maximum par casque. Donc, je te laisse faire le calcul de combien de casques on casse. Vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires. Sachant que 700, c'est vraiment le minimum, puisqu'on travaille aussi sur d'autres normes que la CE, puisqu'il y a des normes américaines et australiennes. Mais c'est quelque chose que tu peux surtout réaliser que si tu as un laboratoire interne. Et pour nous, c'est vraiment important. Avant toute chose, et un casque, c'est un objet qui te protège. On ne lésigne pas sur la sécurité, sinon, tu sais quoi, je roulerai en casquette. Il vaut mieux pas pour toi, parce que comme tu l'as vu, ça fait pas semblant. Le but vraiment, c'est d'apporter toute l'expertise d'un vrai producteur de casques. Et nous, avoir un laboratoire qui est un des laboratoires les plus complets, puisqu'on va reproduire même des impacts de type rotationaux, donc les impacts qui sont couverts par des systèmes comme le MIPS par exemple. On est vraiment capable de reproduire tous les types d'impacts, mais aussi de mener nos propres recherches. Et on travaille notamment avec des universités comme l'Université de Strasbourg, puisque le but c'est de toujours essayer de trouver de nouvelles solutions. Tu m'as dit en off même que vous récupériez les casques de pros qui se crachent, souvent en Coupe du Monde. Effectivement, à chaque crash, on essaye de récupérer les casques de nos athlètes pour analyse en laboratoire, mais les casques de journalistes aussi. On a récupéré des casques de Simon, même s'ils ne tombent pas souvent. Mais aussi, on récupère les photos de nos clients, puisqu'on a un programme de crash replacement. Pendant 2 ans, le client peut envoyer la photo de son accident avec la preuve d'achat et avoir 50% sur un nouveau casque. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une donnée très ample de crash réel et de pouvoir affiner les points d'impact que nous allons reproduire en laboratoire. Sécurité. Effectivement, c'est le principal pour nous. Nous, le but, c'est d'arriver à la meilleure performance générale en termes de sécurité, de ventilation, de confort et de poids. Et forcément, plus ça sera léger, plus ça sera performant en termes d'aération et tout, ça va coûter un peu plus de sous. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, plus on rajoute des éléments qui viennent à compliquer le design, plus l'outil productif devient compliqué et plus on doit investir pour produire le casque. Ce qu'on a vu là, Ulysse, c'est un crash à combien de km/h? Alors ce qu'on a vu, c'est un impact CE et on est sur une vitesse d'impact de 20 km/h. Attention, c'est pas la vitesse du vélo, c'est la vitesse à laquelle la tête frappe le sol. Donc on est vraiment sur des vitesses qui sont proches de la réalité, puisque lors d'une chute, le corps et les mouvements tendent à ralentir et un impact à 20 km/h sur du dur, comme tu l'as vu, ça fait pas semblant. Ah, ça claque, ouais. Et entre ces 3 casques, est-ce que le résultat est différent? Écoute, le résultat est très similaire. On aura toujours des petites différences par rapport au design. Effectivement, on est allé tout à l'heure à vouloir impacter les ouvertures frontales. Elles sont toutes différentes par leur forme. Mais comme tu as pu le voir, les valeurs sont très similaires, très proches. Et surtout beaucoup en dessous de ce que la norme nous demande. Puisque comme tu as pu le voir, on est à environ 100 G transmis à la tête au lieu de 250 qui est préconisé et requis par la norme CE. Ah, c'est énorme. Et par contre, moi je pensais que dès que le casque se cassait, je me suis dit mais c'est quoi ces casques là? Écoute, c'est comme un pare-choc de voiture. Je te prends l'exemple, à l'époque, tu te crachais avec ta vieille voiture, la voiture était intacte, mais toi à l'intérieur, tu étais détruit complètement. Pourquoi? Parce que la voiture transmettait toute l'énergie d'impact aux passagers. D'accord. Maintenant, avec ta super voiture moderne, tu touches à peine quelque chose, elle
s'enfonce complètement, elle se détruit. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va absorber l'énergie. Et le casque, c'est exactement pareil. Ce qu'on va chercher, et c'est pour ça que la conception 3D est vitale, c'est à créer des zones de déformation et à créer des enfoncements et des fissures qui vont permettre de dissiper l'énergie. Bien entendu, il faut que le casque reste entier après l'impact et qu'il reste sur la tête. Mais le fait qu'il se fissure, c'est une bonne nouvelle. Ça me va très bien. Maintenant, je vais partir peut-être plus sécurisé qu'avant quand je mettrai mon casque. Écoute, c'est le but, c'est pour ça qu'on vous montre comment ça marche. Et tout le travail qui est fait derrière, c'est pas juste un objet de mode, le casque. C'est un objet de sécurité et il y a du boulot derrière. On voit la suite? Allez, on va à la suite. On a vu que niveau sécurité, c'est idem pour tous les casques. Le prix ne fait rien là-dedans. On fait exactement le même processus, comme tu l'as vu. Du coup, c'est quoi les autres caractéristiques qui vont influer sur mon casque à 180 balles? Écoute, on a parlé des caractéristiques de production, mais on a aussi toutes les caractéristiques annexes et accessoires qui font une grosse différence quand tu roules et suivant l'utilisation que tu en as. Je vais te prendre rapidement deux exemples simples. Tu vois, par exemple, sur l'Eco, on a une visière qui est fixe, oui. Alors que sur le Roam, on a une visière qui est réglable avec 3 positions, c'est-à-dire un mécanisme interne qui est beaucoup plus évolué, et avec des flaps qui permettent de tenir le masque. Donc c'est un casque qui a été pensé pour une utilisation avec un masque. On a aussi beaucoup de caractéristiques différentes à l'intérieur, notamment le système de rétention, avec plus d'ajustements, notamment verticaux et latéraux, alors que celui-ci reste fixe. Par contre, attention, on garde notre ADN qui est toujours avoir une ceinture à 360 degrés et un ajustement micrométrique pour éviter tout point de pression, parce que le confort, qu'on mette 65 € ou 180 ou 330, pour nous c'est essentiel. J'imagine qu'il y a une différence au niveau des aérations quand même. Écoute, elles ont une différence au niveau de là où elles sont positionnées et de leur taille, mais on va toujours travailler sur essayer de canaliser les flux d'air à l'intérieur, et notamment tu regardes que le Met Eco et le Met Roam partagent des canaux de ventilation interne pour avoir un bon flux d'air. D'accord. Voilà, on essaie toujours effectivement de garder une bonne ventilation, même si les casques plus performants seront plus performants. Pour conclure, Ulysse, et au cas où ils n'auraient pas encore compris, c'est quoi la différence entre mon casque haut de gamme et mon casque entrée de gamme? Comme tu l'as vu, un casque entrée de gamme et un casque haut de gamme suivent exactement le même parcours de développement et de test avec le même sérieux, quel que soit le prix. Ce qui va faire la différence, c'est la complexité de production et le nombre de pièces qui vont venir dans le casque, et également toutes les caractéristiques et fonctionnalités en plus, notamment la visière, le système de rétention, etc. Ça, c'est comme notre vélo, il y en a des plus précis que d'autres. C'est ça, et c'est un peu aussi par rapport à ce que l'utilisateur final, ce que vous allez en faire. Certains ont besoin d'une Formule 1, d'autres ont une voiture de tous les jours, et c'est parfait. Mais on peut avoir une Formule 1 même si on veut juste se faire plaisir. Exactement. Ulysse, j'ai une dernière question. Me sors pas ton discours commercial pour monter ton chiffre d'affaires. C'est quand que je dois changer mon casque? Écoute, je crois que tu as fait une vidéo dessus. Le casque a une vie et un élément protectif. Ce n'est pas comme une tenue, c'est vraiment un élément qui sert à protéger. Donc c'est important de bien regarder la vidéo que vous avez faite et surtout de bien contrôler son casque avant chaque sortie pour déceler un enfoncement, un crack et être sûr que le casque performera à 100% comme s'il était neuf. Ouais, en pleine santé. Exactement. Et si tu parles de ça, c'est mettons si je le laisse tomber sur le parking, si je prends une petite boîte. Exactement, des fois, ça sera sans conséquence, mais il faut bien contrôler l'état du casque après ça. Comme notre bike. Exactement. Bon, c'est cool. Pourquoi on a gardé ce casque dans les mains? C'est parce que tu le fais gagner. Écoute, oui, on vous le fait gagner avec Bike Live. Mettez quelque chose en commentaire. T'as une idée particulière? Ouais, le plus sexy, je sais pas. Lâchez-vous, c'est le mieux. Et surtout, mettez votre taille, comme ça on vous envoie votre bonne taille de casque. Ouais, exact. Bon, je pense que ça a été dense. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, dites-nous tout ça en commentaire pour peut-être tenter de gagner ce super cadeau. Pensez à liker. Tu l'as fait, Ulysse? Écoute, je l'ai fait. Je te regarde jour et nuit. Est-ce que tu es abonné? Je suis abonné. Donc faites pareil et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous, on rentre en France et ciao, bye et merci énormément pour ton accueil. Avec plaisir. On a même pu tester les trails derrière le bureau. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était top. Ciao.